nous au centre pour s'occuper des patients porteurs Je sais de pas. cancer cutané, et avec le docteur Kevin Phalippon qui est ici avec nous et qui va vous exposer le rôle du pharmacien qui pourrait être soulevé dans un nouveau parcours de soins qu'on est en train de réfléchir. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir aussi nombreux. Il y avait plus de 200 personnes inscrites. Actuellement, 36 sont connectés. On a un timing où on avait dit qu'on allait commencer à 20 h. On va à peu près tenir les temps, peut-être attendre quelques minutes avant de commencer ce webinaire où tout d'abord, nous allons faire un état des lieux de qu'est-ce qui se passe. Alors, juste à votre information, je ne sais si vous savez, mais vous avez peut-être à titre personnel remarqué la difficulté qu'ont les patients et la population d'ordre général à avoir accès aux dermatologues. Actuellement, pour un dermato qui rentre sur le marché du travail, 68 quittent le travail de dermatologue. On est dans une vraie difficulté, une vraie pénurie dans la prise en charge des tumeurs cutanées. Et très clairement, si le diagnostic est porté justement et à temps, on peut clairement sauver des vies. On se retrouve en ce moment dans une situation où la France est dépeuplée de médecins généralistes, dépeuplée de dermatologues. Et il y a vous, pharmaciens de proximité, où les patients viennent et où vous pouvez avoir un rôle très clair à jouer. Où un patient qui vient vous montre une lésion et qu'est-ce que vous faites par rapport à cela? Alors, il y a un certain nombre de pharmaciens qui sont impliqués à essayer de trouver une solution pour ces patients. Et je vais laisser la parole à mon confrère pour qu'il vous fasse l'état des lieux de ce que actuellement il se passe côté téléexpertise, pharmacie et problèmes de peau. Je te laisse la parole. Oui, je vais le rappeler du coup, Mona. C'est ça? Merci Mona. Donc, juste pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions régulièrement sur l'onglet conversation qui est en haut à gauche de votre écran. Comme ça, le docteur Mona, le docteur Henriot et moi-même pourrons répondre à vos différentes interrogations. Écoutez, je vous remercie pour l'invitation et je remercie mes collègues du Centre Léon Bérard. Je pense que Mona a bien résumé. Aujourd'hui, le pharmacien, il est, on va dire, là un peu en supplétif, en renfort, on va dire, des parcours patients. Et on voit que ces dernières années, son rôle a évolué, notamment vers de nouveaux parcours patients. Pas plus tard que la semaine dernière, on a vu, bien entendu, toujours on rappelle ces parcours patients qui sont en complémentarité des équipes existantes, du médecin généraliste, de l'infirmière libérale, souvent, c'est le triptyque au niveau local. On a vu notamment avec la généralisation des protocoles cystites et odynophagie. Et donc, il faut peut-être réfléchir à de nouveaux parcours, notamment le parcours dermato. Je crois qu'on a bien résumé, on en a tous conscience. C'est extrêmement compliqué d'avoir accès à un dermato. Et le pharmacien, il voit passer énormément de patients dans son officine. Et on peut dire quand même qu'en soins non programmés, qui est quand même aujourd'hui un domaine important de par l'accès facilité aux soins en premier recours, il est extrêmement régulier de voir des patients qui viennent nous montrer des lésions, qui viennent nous montrer de la dermato, un zona. Et finalement, on n'est pas extrêmement bien formé, c'est clair. Il nous faut réorienter correctement et ce n'est pas facile. Et parfois, la réorientation, elle est extrêmement difficile et donc il nous faut créer un nouveau parcours de manière à ce que l'orientation, elle se fasse mieux en collaboration avec les collègues. Donc, par rapport à ça, la téléexpertise en oncodermatologie, elle est balbutiante, mais elle est naissante et elle existe. Alors, je l'ai déjà dit, l'officine, elle est porte d'entrée du parcours patient. On l'a vu ces derniers temps, ça s'accélère avec la désertification médicale et il y a encore des croix qui clignotent dans nos campagnes et dans nos villes, de manière à être une offre de premier recours, de premier secours parfois pour les patients. Bon, vous le savez tous, le pharmacien, c'est un professionnel de santé qui est facile d'accès. Il y a toujours un pharmacien présent dans l'officine et donc les gens, ils n'hésitent pas désormais en cas de problème ou de difficulté d'accès avant d'aller aux urgences. Alors là, on est en oncodermato, donc ce n'est pas les urgences. Il n'y a pas de caractère d'urgence au sens d'un infarctus du myocarde ou de blessure, mais ils vont voir le pharmacien en disant « mais qu'est-ce que vous en pensez de ma lésion cutanée ou qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que ma blessure est profonde, etc. » Donc ça, on a tous notion de ça. Le pharmacien, ce qui est important de dire, c'est que désormais, il est intégré aussi dans les équipes de soins primaires.
Et ça, j'aimerais en parler parce que finalement, cette formation qu'on a mis sur pied, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'équipes pluripro et ça se développe partout, hein. Vous savez, les objectifs sont très importants. Moi, je suis gérant d'une maison de santé de 20 professionnels. Et en fait, on se rend compte de quoi? C'est qu'on est en train de mettre en place des parcours. Pourquoi? Parce que mon généraliste, il n'a pas forcément le temps de s'occuper de ça et il aimerait bien déléguer à quelqu'un la dermatoscopie. Alors, c'était l'infirmière libérale, c'est parfois l'infirmière azalée, c'est parfois l'infirmière pratique avancée. Et puis, il y a le pharmacien qui arrive aussi parce que il a des locaux, qu'il est bien équipé, etc. Et qu'aujourd'hui, il est aussi une ressource. Donc, on s'est dit, et en fait, en sondant, on s'est rendu compte qu'il y avait des pharmaciens qui le faisaient déjà, alors de façon plus ou moins artisanale. Et donc, il nous peut-être nécessaire de réfléchir à un parcours. Donc, la MSP, la CPTS, et puis bien entendu, si vous n'avez pas la chance d'être dans ces parcours-là, on vous invite à vous inclure dedans. Mais bien entendu, en tant que pharmacien indépendant, il y a une réflexion sur la construction d'un nouveau parcours patient. Alors, l'opportunité, c'est quoi? C'est l'acteur de la prévention. Ça, on l'a déjà dit. On a eu la vaccination, on a le cancer colorectal. Aujourd'hui, la cancérologie, c'est une part importante de notre activité. Et dans la prévention, on sait qu'en France, on n'est quand même pas très, très bon là-dedans, hein. C'est un peu le parent pauvre. Donc, en dermatologie, c'est quand même quelque chose qui nous paraît être important. La téléexpertise en officine, c'est quelque chose qui est plutôt balbutiant, alors qu'on voit notamment peut-être avec la téléconsultation, quoique ce n'est pas vraiment de la téléexpertise, parce qu'on est plus sur un accompagnement du patient dans la cabine, mais on n'est pas sur une réelle téléexpertise avec une formation, hein. Le médecin à distance fait son diagnostic avec ses outils connectés, mais le pharmacien, il n'a pas une énorme plus-value auprès du patient. On a la décharge d'autres acteurs du parcours de soins. Ça, c'est la notion de gain de temps médical. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument prioritaire de par la désertification des médecins. Mona l'a dit, en médecine générale, c'est compliqué. En dermato, c'est encore pire. Donc, là, une décharge de temps médical, d'aller plus vite, c'est une bonne chose. Le lien ville-hôpital, clairement, aujourd'hui, il faut être clair, je le redis, mais le lien ville-hôpital, il est difficile, il est parfois compliqué. Donc, c'est avec des initiatives comme ça. Alors, on l'a vu en thérapie orale, on a des choses qui arrivent avec les centres experts, hein, notamment le centre Léon-Bérard, les hospices civils de Lyon, hein, sur la région Aura, mais il faut le renforcer. Il est encore assez balbutiant malgré la mise en place d'outils comme Mon Cisra, etc. Il faut s'améliorer. Formation, enrichissement des connaissances professionnelles. Il y a un vrai sujet, hein, Julien va en parler. Aujourd'hui, clairement sur la dermatologie, c'est pas d'enfer. On a quand même quelques notions, mais c'est pas énorme. Ça date parfois de la fac et c'est passé rapidement en revue. Donc, je pense qu'on a largement une marge de progression dans ce domaine. Et puis, l'accessibilité au parcours oncodermato. Alors, ça paraît comme ça très lointain de l'officine, mais en réalité, pourquoi pas penser à un parcours de soins différent qui démarre de l'officine en collaboration avec les collègues. Alors, les défis, ils sont nombreux, hein, comme d'habitude dans les nouvelles missions. Se former, bien entendu, on en a parlé. Connaître ses limites. Hein, on ne va pas venir faire un diagnostic d'une lésion cutanée. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, notre rôle, comme notre rôle dans d'autres domaines, ça va être d'orienter le patient au mieux, de l'aiguiller correctement, de tirer la sonnette d'alarme en disant ah, attention, il y a quand même une lésion qui paraît être suspecte. Ça serait quand même bien de consulter un spécialiste ou à minima votre généraliste. Les nouvelles formes de prise en charge patient, on en voit tous les jours parce qu'on est obligé de se réinventer de par la démographie médicale. Et puis, par contre, bien entendu, il faudra valoriser le parcours parce que tout ça, c'est un travail important. Et donc, ça nécessite une valorisation du rôle du pharmacien. Alors, je voulais vous montrer juste un exemple concret. Là, je vous ai pris en photo les instruments que j'utilise à ma maison de santé. Nous, on débute le parcours, en fait, avec, on a 3 généralistes, nos infirmières libérales, notre IPA, notre azalée. Et voilà, on s'est équipé de quoi? Alors, bel investissement à la maison de santé. On a mis 2 000 € dans un iPad et accompagné d'un dermatoscope connecté, de manière à prendre de jolis clichés pour les centres experts. Et en fait, comment on développe ça? Tout simplement, nos généralistes, soit ils le font eux-mêmes s'ils ont le temps, donc le matériel est à disposition dans un lieu centralisé de la maison de santé, mais lorsque le généraliste n'a pas le temps, il peut confier cette tâche à quelqu'un d'autre. La limite de ce système actuel, c'est que parfois, le généraliste, la dermato, ce n'est pas son fort et donc, ça peut être fait rapidement. Il n'a pas le temps. Il ne déshabille pas toujours, des fois, le patient intégralement. Et puis, la limite aussi, c'est que les autres professionnels, c'est bien de leur confier ça, mais ils ne sont pas forcément très, très bien formés. Les clichés ne sont pas toujours très beaux. Et puis, éventuellement, les lésions envoyées n'étaient peut-être pas envoyables. Ça n'avait pas de caractère d'urgence. Donc, le but de cette formation, de ce parcours-là, c'est aussi d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus staffé, entre guillemets, beaucoup plus avec plus de littérature, plus de connaissances pour le pharmacien, de manière à orienter correctement et s'intégrer dans ce parcours-là. Alors l'avenir, et puis j'en finirai par là, peut-être c'est des expérimentations construction. Donc c'est de travailler à voir si on peut expérimenter
des choses en téléexpertise. Alors, sur la téléexpertise, encore une fois, dans la dernière l'avenant conventionnel signé, malheureusement, on n'a rien de particulier, notamment en termes de valorisation et de parcours. Donc, on va dire que ce n'est pas quelque chose qui est reconnu officiellement, ne serait-ce par la CNAM. Alors, on sait qu'il y a des choses qui existent, hein, il y a des belles initiatives, et ces initiatives-là, il va falloir à un moment donné les valoriser pour peut-être pousser à des expérimentations, enfin pousser avec l'expérimentation au changement des pratiques et notamment à peut-être faire rentrer la téléexpertise dans le métier du pharmacien comme un pivot du système de santé, comme ce qu'on fait déjà. Alors, on rappellera quand même une chose, c'est que ce n'est pas de l'utopie. Hein. Aujourd'hui, sur les protocoles cystite et odynophagie qui ont été généralisés la semaine dernière par le ministère de la Santé, c'est des choses qui ont été expérimentées il y a quelques temps, hein, en maison de santé en CPTS notamment. Ces protocoles de coopération nationaux, ça faisait 2 ans et demi, 3 ans qu'on les pratiquait, on voit qu'ils ont été généralisés. Tout ça, c'est issu d'expérimentation, ça peut être des articles 51 ou pas, d'autres types d'expérimentations avec différentes institutions. Et c'est ce sur quoi il faut aller pour, à un moment donné, pousser vers un nouveau parcours et être un peu plus innovant aussi dans les métiers de la pharmacie. La téléexpertise, ça peut être demain une petite part de notre activité, aux côtés, par exemple, d'aujourd'hui de choses qu'on va faire bientôt en routine, comme la vaccination. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci beaucoup, Kevin. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Si vous avez des points qui vous arrivent en idée, écrivez-nous et on va y répondre tout à l'heure. Je vais maintenant laisser la parole à Julien qui va vous indiquer en quoi c'est pertinent la téléexpertise, mais surtout pertinent de choisir la bonne lésion. On ne peut pas envoyer sans cliché chez un patient. La patient vient nous montrer une lésion suspecte et il faut que globalement, l'idée c'est de mettre en place une collaboration entre vous, pharmaciens, et nous, dermatologues, pour pouvoir raccourcir ce délai au diagnostic. Alors, je laisse la parole maintenant à Julien qui va vous expliquer en quoi ça consiste cette téléexpertise et quel rôle vous pouvez avoir à jouer. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis le docteur Julien Henriot, je suis médecin généraliste de formation et donc du coup j'ai commencé par votre bord, on va dire, de la téléexpertise, c'est-à-dire le demandeur. Et du coup maintenant je travaille dans le centre Léon Bérard, qui est un centre de lutte contre le cancer, donc plutôt aux côtés de la personne qui répond. Donc j'ai un peu les deux côtés et ça me permet de voir aussi ce qui est important des deux côtés. Mes conflits d'intérêts qui ne sont pas en lien avec les choses d'aujourd'hui. Pourquoi le pharmacien? Pourquoi le pharmacien? Finalement, on peut se poser la question, il y a des dermatos, des médecins. Pourquoi est-ce qu'il faut un pharmacien? Parce que cette lésion, c'est une dame de 75 ans qui est venue voir son pharmacien en premier lieu en disant: «Est-ce que vous auriez quelque chose pour traiter cette verrue?» Parce que cette dame a également passé le pas de la pharmacie pour demander si elle pouvait avoir quelque chose pour traiter sa verrue. Parce que cette dame-là, c'est son infirmière qui me l'a envoyé. Les 2 autres, c'est bien des pharmaciens qui me l'ont envoyé. Là, c'est l'infirmière, mais de la même manière, finalement, ça a un peu la même logique, c'est-à-dire que c'était un ulcère de jambe, pseudo-ulcère de jambe qui, en fait, n'a jamais été correctement diagnostiqué dès le début. Il s'agissait d'un carcinome épidermoïde, donc d'un authentique cancer de la peau dès le début et en fait, on aurait pu faire le diagnostic plus tôt. Et enfin, ici, une lésion qui a été adressée par un confrère de Lyon, pharmacien, qui a fait un remarquable boulot. C'est un monsieur qui était suivi depuis 3 ans par des infirmières qui lui faisaient des pansements quotidiens et le pharmacien, au bout d'un moment, il a dit: «Ouh là, mais en fait, là, c'est pas possible, je peux pas continuer de vous donner des pansements pour ça» et il nous a envoyé une photo. Donc vous voyez que pour ces 4 patients, finalement, le rôle d'effecteurs qui ne sont pas le médecin généraliste a été prioritaire. C'est grâce à ces professionnels qu'on a pu faire le diagnostic. Donc là, ce sont des cas qui sont extrêmement parlants et les photos comme ça permettent déjà de bien se donner une idée. Globalement, le but, c'est ça, c'est de choper par le col des gens qui peut-être n'auront pas de médecin généraliste ou peut-être ont un médecin généraliste dont c'est pas vraiment le cœur de métier du tout ou peut-être des médecins généralistes qui vont très vite, ça arrive aussi, ou peut-être des gens qui ne vont tout simplement pas chez leur médecin généraliste. Par exemple, le monsieur en bas à gauche avait un médecin généraliste, mais n'y allait jamais, donc du coup, il voyait ses infirmières, mais il ne voyait pas le médecin pour ça. La téléexpertise, finalement, c'est quoi? Ça va être le fait de vous nous demander un avis et nous, on va essayer de vous répondre, en fait.
Il y a plein de choses qui existent pour ça. Il y a MyHCL Pro, notamment avec l'hôpital Lyon-Sud pour la dermatologie. Vous avez Omnidoc, qui est un réseau de téléexpertise, privé, mais du coup, en tant que professionnel, de santé individuel, vous ne payez pas d'abonnement, en fait, c'est que pour les grosses structures. Vous avez le CISRA, qui permet aussi de faire de la téléexpertise, notamment le CISRA, vous avez la téléexpertise avec nous, avec le centre Léon-Bérard, par exemple. La cotation, du coup, est possible pour la personne qui vous répond. Donc du coup, c'est 20 € pour la personne qui vous répond et 10 € pour la personne qui demande. C'est bon pour les podologues, pour les infirmiers, pour les kinés et malheureusement toujours pas pour les pharmaciens. Kevin nous en a parlé tout à l'heure, mais ça vous donne un ordre d'idée. Globalement, pourquoi le but est de rémunérer ça? C'est que il y a plein de raisons à ça. Pourquoi vous allez me dire passer par la téléexpertise si vous avez un copain dermato, si vous connaissez quelqu'un? Parce qu'on passe par des logiciels sécurisés, donc niveau RGPD, c'est beaucoup mieux. Parce que si un jour on vous dit que c'est rien et qu'en fait finalement il s'avère que c'était quelque chose d'un point de vue médico-légal, c'est aussi très important d'avoir une traçabilité. Parce que ça permet d'avoir des relations qui sont apaisées avec vos référents, les gens avec qui vous bossez, ils sont payés pour le faire, donc c'est pas, ils font pas ça pour être gentils, en fait, ils sont payés pour le faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et donc pour toutes ces raisons, la téléexpertise est quelque chose qui se développe et qui se développe beaucoup et de manière très importante, notamment dans la dermatologie, parce que c'est tout simplement quelque chose qui est très visible, comme l'électrocardiogramme, ça marche bien aussi, tout ce qui est visible, tout ce qui passe par des images est extrêmement bien adapté à la téléexpertise. Alors là, je vous donne un exemple et je vais vous en donner d'autres maintenant. Donc, comment ça se passe la téléexpertise avec le CISRA? Le CISRA, vous allez dans votre onglet CISRA et vous avez un petit plus. Ce petit plus a pour but d'ouvrir et donc vous créez d'autres choses, comme par exemple, vous avez une page qui s'ouvre et vous allez avoir demandé une téléexpertise. Vous demandez la téléexpertise, donc vous avez la personne qui demande, c'est vous, et vous tapez expert et vous cherchez dans expert, vous avez dermatologie, centre Léon-Bérard, et ça vous demande de choisir demander une téléexpertise. Comme vous allez le voir, ça va vous demander le le nom du patient, donc de l'identifier, puisque c'est vraiment nominatif, le numéro de sécurité sociale du patient et votre numéro ADELI ou RPPS. Alors, je crois qu'on peut mettre les deux de manière à peu près indifférente ou infinesse. Tout ça fonctionne bien, c'est pour le principe de la cotation. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander par rapport à tout ça? Déjà, on va vous demander, si possible, de regarder tout le patient. Ça paraît bête de dire comme ça, mais il n'est pas totalement aberrant de voir des patients parfois qui nous disent: «J'ai un truc ici», il s'agit d'une kératose toute bête et en fait, ils ont un mélanome authentique dans le dos. Donc je sais bien que c'est pas votre travail, je sais bien que c'est difficile parce que dans certains cas, vous n'avez pas la place de le faire, que du coup, ça dépasse peut-être aussi, votre rôle, mais en gros, l'idée, c'est de se dire: plus vous voyez de peau, plus vous pouvez déjà avoir une bonne idée qu'il n'y a pas un truc qui va tuer le patient tout de suite. Je vous dis pas de regarder chaque lésion une par une, vraiment extrêmement précisément, mais déjà si vous avez un truc très différent des autres, c'est souvent celle-là qu'il va falloir aller rechercher. De plus, ça paraît bête, mais si les gens s'inquiètent, c'est important du coup d'avoir, de répondre à leurs questions et donc s'ils s'inquiètent pour un truc, il faut quand même regarder ce truc en particulier. Alors déjà, vous pouvez même, au-delà de quoi que ce soit, donner quelques conseils à vos patients. Déjà, je vous apprends la règle ABCDE, qui est une règle qu'en France, les médecins connaissent, mais pas beaucoup d'autres mondes, pas beaucoup d'autres personnes, alors qu'en Australie, ils l'apprennent aux gamins en 6e. Donc c'est quelque chose qui est très important et facile à apprendre aux patients. La règle ABCDE, c'est que quelque chose qui est asymétrique, qui a des bords irréguliers, qui a plusieurs couleurs, qui a un diamètre de plus de 6 mm ou qui est évolutif, est problématique. Alors, si vous avez les 5 critères, là, souvent, c'est le jackpot, ça ne va pas du tout. Si vous avez aucun critère ou un critère, c'est rare qu'il y ait un problème. À partir de 2 à 3 critères, on commence à se méfier. Ça ne veut pas dire que c'est forcément malin, mais en tout cas, ça doit augmenter votre degré de suspicion. Et ça, déjà, à l'œil nu, ça vous permet d'avoir un ordre d'idée de ce que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez également apprendre ça à vos patients. Deuxièmement, la crème solaire, ça paraît bête, la photoprotection, porter un chapeau, mettre des vêtements, c'est des choses qui semblent anodines, mais on a énormément de gens qui ne le font pas, qui ne pensent pas que c'est si important que ça. Et le rôle de prévention primaire du pharmacien est énorme au moment, par exemple, de la vente tout simplement d'une crème indice 50. Rien que expliquer comment on la met en couche épaisse, de la remettre régulièrement, etc. C'est des choses qui peuvent vraiment aider, éviter des coups de soleil et éviter des ennuis des années et des années plus tard. On peut aussi dire aux patients tout simplement de s'auto-dépister. Ça paraît bête, mais
c'est eux qui se voient le plus souvent nus. Donc c'est eux qui le plus souvent vont être capables de voir si quelque chose change. Et les patients à qui on apprend finalement les choses, on apprend qu'est-ce qui doit changer, la règle ABCDE, d'autres que je vais vous montrer dans cette diapositive, eh bien la première fois ils sont un peu embêtés et la deuxième fois c'est eux qui vous amènent la lésion en disant celle-là elle répond aux critères que vous m'avez appris et ça permet de consulter pour des choses plus importantes. Vous pouvez également avoir le signe du vilain petit canard, c'est celui dont je vous parlais dans la diapositive juste avant, quand vous avez quelque chose qui est très différent des autres, une lésion qui sort vraiment du lot. Parfois, ça peut être rien, mais en tout cas, c'est celle-là qu'il faut regarder en priorité. Donc, quand je vous dis de mettre les gens, par exemple, en sous-vêtements, vous regardez hyper rapidement. S'il y a un truc qui sort du lot, c'est celle-là qu'il faut regarder, en plus de celle, bien sûr, que le patient vous avait amené initialement. Vous pouvez également leur apprendre quelque chose de tout bête, c'est que, excusez-moi, j'enlève le voilà, masqué qui gênait. Quelque chose un bouton qui ne passe pas en plus d'1 mois ou 2, une croûte, une ulcération qui ne passe pas en plus d'1 mois ou 2 doit être montrée à un professionnel de santé. Il peut s'agir de rien du tout, mais un bouton de moustique, c'est pas censé rester 2 mois. Et nous, on a régulièrement des gens qui disent: «Ah je me suis fait piquer par un insecte, ça fait combien de temps? 6 mois». Ça vous arrive souvent? Non, jamais, parce que c'était pas un bouton de moustique. Donc les gens ont tendance à réinventer des histoires a posteriori, mais c'est pas parce que, ils vous disent ça que c'est forcément ce qui s'est passé. Donc demandez-leur, c'est un bouton, c'est une croûte, d'accord, depuis combien de temps? Si ça fait trop longtemps, un avis peut être important. Donc là, vous avez vu des choses qui finalement, ces conseils, il n'y a pas besoin de matériel pour ça et les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était des photos qui étaient prises avec un téléphone. Donc ça, ce niveau-là, n'importe qui à partir de maintenant peut le faire, ça pose pas de problème. La dermoscopie, en fait, tout bêtement, c'est passer de cette image qui est une image finalement clinique à cette image qui est une image avec un dermoscope, c'est ce dont parlait Kevin tout à l'heure, qui est un appareil qui permet de mieux voir au niveau de la peau. Alors en gros, ça coûte de l'argent et comme disait tout à l'heure Kevin, le problème c'est que, vous n'avez pas de rémunération par la téléexpertise. Donc du coup, avant d'aller mettre de l'argent dans des dispositifs qui coûtent, entre 500 voire, 1 000 voire 2 000 €, déjà j'aurais tendance à vous dire: faites vous-même un test, voyez un peu combien de gens viennent à votre desk pour ça, voyez combien ça fait de téléexpertise, vous essayez, on essaye ensemble, on voit. Si vous nous envoyez un truc comme les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, franchement, déjà là, on vous dit à chaque fois qu'il y a quelque chose où il faut, on va dire qu'il n'y a pas forcément besoin de dermoscopie pour nous l'envoyer. Par contre, peut-être que dans des cas un peu plus litigieux, dans des choses un petit peu plus fines, eh bien, on va vous dire, là, il y aurait eu besoin de dermoscopie. Et si vous vous rendez compte que plusieurs fois, vous êtes bloqué, on est obligé de voir le patient en physique parce qu'on n'avait pas le dermoscope et que vous dites, en fait, franchement, ça m'intéresse cette histoire, à ce moment-là, vous pouvez vous équiper si ça vous semble intéressant pour vous. Quelques petites choses indispensables par rapport à votre pratique. Quel que soit le dermoscope que vous achetez, il faut qu'il ait de la lumière LED et non pas une ampoule. Il faut que ce soit de la lumière polarisée au moins. On peut avoir aussi de la lumière non polarisée. C'est mieux si vous avez les deux modes, mais il faut au moins un truc avec de la lumière polarisée. Et il faut que vous puissiez poser sur la peau. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous puissiez mettre un gel d'immersion. C'est très important pour avoir des photos de qualité. Au moins ces choses-là, la lumière LED, la polarisation, la dermoscopie contact et potentiellement le fait d'avoir aussi un mode non polarisé. Le reste est possible mais n'est pas obligatoire. Ensuite, vous allez prendre des photos en fait, avec un appareil photo à l'intérieur. Donc ça peut être votre smartphone, ça peut être un appareil photo numérique. L'important, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire de ces photos? Est-ce que je les garde dans mon smartphone? Est-ce que je les mets sur un ordinateur ou à ce moment-là, où je les mets dans l'ordinateur? Est-ce que j'ai un logiciel métier pour les mettre? Est-ce que j'ai un endroit où les mettre? Bref, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Comment je stocke ces photos? C'est quelque chose que je vous conseille lorsque vous voudrez acheter, même pas forcément le dermoscope, même juste pour prendre vos photos déjà cliniques. Vous allez avoir besoin de vous dire où je stocke ces photos. Est-ce que je les mets juste dans ma téléexpertise? Est-ce que je les stocke quelque part? Est-ce que j'ai un logiciel dédié à ça? Dans des zones très particulières, ça c'est plutôt ce que je montre aux podologues. Pour vous, ce ne sera pas forcément le plus utile. Il y a aussi des dispositifs zones étroites pour pouvoir avoir accès à ces zones compliquées que sont les espaces interdigitaux ou le canthus interne de l'œil. Soyons honnêtes, je ne pense pas que ce soit la principale chose pour vous. Par contre, quand je fais ce cours au podologue, je leur dis que c'est indispensable d'avoir un dermoscope qui fait également cela. Si vous avez un dermoscope pour toute la MSP, peut-être en choisir un qui permet d'avoir ce petit embout zone étroite. Ça vous permettra de pouvoir satisfaire tout le monde.
Comment on prend des photos? Déjà, on prend des photos de loin, c'est-à-dire une photo loco-régionale, une photo où on a, si c'est un bras, tout le bras. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir s'il n'y a pas le vilain petit canard. Ensuite, vous prenez la photo la plus proche possible avec votre téléphone. Souvent, c'est le mode macro qui va vous permettre de faire ça. Petit tips, vous pouvez prendre votre photo et prendre par exemple une autre lumière sur le côté que vous mettez en lumière rasante. Vous prenez votre photo par-dessus et vous mettez une lumière sur le côté parce que ça va vous permettre en fait d'avoir une lumière qui est un peu rasante et ça donne une sensation de relief quand la lésion est en relief et donc on voit beaucoup mieux s'il y a du relief. Je vous demanderai une chose très importante qui vous paraît très bête mais qui est extrêmement importante. Faites la mise au point sur l'endroit où vous voulez qu'on voit. Si vous faites la mise au point derrière sur le mur, ça fait une jolie photo de mur, c'est une photo beaucoup moins jolie de l'endroit qu'on veut voir. Si la photo est floue chez vous, elle ne sera pas nette chez moi. C'est un adage du professeur Thomas, mais il est vrai. Et malheureusement, on a énormément de photos qui nous arrivent floues. Et en fait, on vous le dit juste, il faut que vous rappeliez le patient pour reprendre la photo. C'est dommage pour le patient qui perd du temps, c'est dommage pour vous, c'est dommage pour nous qui avons répondu pour rien. Donc, ce que je vous conseille, mitraillez. Prenez beaucoup de photos et vous choisissez celle qui est bonne, parce que comme ça vous permet d'éviter la mauvaise surprise de vous dire je vais envoyer une téléexpertise et puis finalement le patient est parti, vous le faites après et en gros la photo elle n'est pas nette. Quelques petits exemples. Ici, je vais vous montrer du coup un exemple avec ma secrétaire au cabinet. Je vais vous montrer du coup comment on fait avec un dermoscope qui n'est pas connecté, un dermoscope à main. Vous mettez du coup avec votre dermoscope, vous mettez sur la peau de votre patiente, vous avez votre téléphone dans l'autre main et en fait vous pouvez tout simplement poser en fait l'appareil photo sur le dermoscope. Vous pouvez faire votre mise au point, je vous rappelle, sur un téléphone portable, vous appuyez sur l'endroit où vous voulez faire mise au point, vous pouvez zoomer ou pas, on s'en fiche complètement. Vous prenez votre photo et c'est tout. Ça marche très bien si, quand vous avez appris à faire de la voiture, vous n'avez jamais eu de problème avec le côté pédale, levier de vitesse et le volant. Si vous avez un peu de mal et que vous étiez un peu dans la mouise avec ça, vous pouvez utiliser des bagues connectées, donc qui vous permettent, des bagues magnétiques. Vous voyez là autour du téléphone, vous mettez là c'est une coque, ça existe aussi juste avec une petite bague, et en fait ça vous permet de fixer à votre téléphone et vu que le dermoscope est magnétique, tout simplement, vous libérez une main pour faire votre mise au point, ce qui vous facilite la vie. Le problème, c'est que c'est encore un accessoire en plus, ça coûte encore 80 balles de plus. Voilà, mais au moins vous le savez. Ici, je vous montre juste un exemple de dermoscope pour que vous voyez, par exemple, le Hein Delta One, pour ne pas le citer. Vous appuyez, ça le met en route. Sur le côté polarisé, non polarisé, c'est un bouton sur le côté. Et là, par exemple, vous allez voir ici, vous avez l'intensité de la luminosité du côté droit et vous avez ici pour vous mettre en contact et en non contact. Donc là, vous êtes en non contact, donc vous ne touchez pas la peau du patient. C'est pas top pour prendre des photos. Et là, vous êtes en contact, vous mettez un peu de gel et vous vous appuyez dessus. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas un dispositif extrêmement compliqué. Quelques exemples à ne pas suivre. Nous envoyer des photos dermoscope éteint, j'ai véridique, tout ça c'est des vraies choses. Là, je ne vous fais pas un cours de dermoscopie, mais du coup, dans les cours qu'on va vous donner, il y a quelques éléments par rapport à ça. Il faut au moins de la polarisation ou de l'immersion, si possible les deux. Faites très attention à la qualité, prendre en photo votre écran, ça m'est encore arrivé récemment, nous ne pouvons pas donner un avis sur une photo d'écran, pas du tout même. Et faites attention aussi à la qualité. Ça, je vous le demande parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire une photo de qualité extrême. Si vous prenez en photo quelque chose, vous l'envoyez par mail, vous l'envoyez par WhatsApp, vous faites une capture d'écran, vous l'envoyez par Facebook, bref, plus vous allez rajouter d'intermédiaires en fait, plus vous allez vous envoyer la photo, plus elle va être comprimée et pire ça va être. Donc je vous demande d'envoyer les photos telles qu'elles sortent de votre appareil photo, c'est le meilleur moyen d'avoir une photo de qualité. Les messages principaux, c'est qu'il faut être formé et prendre des photos qui sont interprétables. Déjà, de bonnes photos macroscopiques nous permettent d'avancer énormément. Soyons clairs, si vous avez un mélanome, rares sont les cas où la dermoscopie est pas indispensable, mais elle va nous aider énormément. Mais déjà, toutes les lésions que je vous ai montrées tout à l'heure, sans dermoscopie, on vous le voit à votre patient. Par contre, dans les cas les plus litigieux, là, on va vous demander la dermoscopie et là, ça peut être gênant. Déjà, commencez à nous envoyer de belles photos bien mises au point. Et si vous voyez qu'en fait, régulièrement, on vous demande une dermoscopie, c'est à ce moment-là que vous direz, il y a un intérêt à ce que je me forme à ça. La téléexpertise, ça ne remplace pas une consultation. Nous ne pouvons répondre que sur la lésion que vous nous montrez. Donc, si vous n'avez pas regardé le reste, nous, on ne peut pas vous répondre sur le reste. Ce n'est pas adapté à une éruption, ce n'est pas
adapté par exemple à une iatrogénie, à un prurite sans lésion visible. On a besoin de voir et donc du coup, c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant dans l'oncodermatologie, c'est-à-dire dans les tumeurs de la peau parce que, bah, on les voit bien. Donc merci d'envoyer 1 ou 2 lésions douteuses, pas 50 par patient, ça paraît bête, mais comme le disait le docteur Amini, c'est extrêmement facile de se tromper, entre les différentes lésions. En plus de ça, souvent ça diminue la qualité des photos parce que le praticien qui les prend va plus vite. Bref, même si vous faites rien de tout ça, même si vous vous dites: «Non mais ça me saoule tout ce qu'il me raconte», faites passer les messages de photoprotection. Apprenez à vos patients ABCDE, apprenez à vos patients qu'une croûte ou une ulcération qui cicatrise pas en plus d'1 mois ou 2 doit être montrée. Rien qu'en faisant ça, déjà, vous faites un boulot qui est extrêmement important. Et le but, c'est pas de remplacer le médecin hein, ou le dermato, mais de sensibiliser le plus de monde possible au cancer de la peau et à améliorer les coopérations entre des professionnels sur ce sujet. Et du coup, si vous êtes motivé, si vous dites: «Mais ce sujet m'intéresse», nous avons créé, du coup, avec le partenariat avec, Pierre Fabre, qu'on remercie, du coup, 2 séries de vidéos. Une première vidéo un peu introductive de 30 minutes qui vous explique le dépistage des cancers de la peau et la dermoscopie et ensuite une véritable vidéo de cours d'1 h 30 dont le but est de vous montrer réellement à quoi correspondent les tumeurs les plus fréquentes, qu'elles soient bénignes ou malignes, leur aspect clinique et leur aspect en dermoscopie. Une fois qu'on a fait ça, là, mais il faut d'abord faire ça avant de commencer à faire de la téléexpertise. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, en fait, on va vous dire non tout le temps et ça va il faut déjà que vous soyez formés. Donc ce parcours de formation, il y a 2 vidéos. À chaque fois, à la fin, vous allez avoir un petit Google Form qui dure vraiment 1 minute. C'est pour que je récupère vos mails pour pouvoir vous donner la suite. C'est pas pour vous embêter, donc c'est très important que vous le fassiez. Donc les 2 vidéos. Pour ceux qui sont intéressés, il y a des cas cliniques que je pourrais vous envoyer quotidiens. Vous pouvez les faire, pas les faire, mais en tout cas, on vous le met à disposition. Et à la fin, il y aura un test tout simplement pour voir si avec tout ça, on arrive à avoir des résultats satisfaisants. Et le but en faisant tout ça, bah, c'est comme le disait Kevin, c'est que si on arrive à prouver que tout ça fonctionne bien, bah, peut-être qu'on pourra faire passer ça, dans la loi, on va dire, ordinale plutôt. Merci à vous. Juste pour compléter ce que dit Julien, donc vous avez vu quand même que c'est assez innovant. Hein, il y a une belle formation qui est à faire. Hein. Juste, il y a 2 mots-clés que j'aimerais redire à mes collègues, très courts. C'est qu'un, aucune délivrance de photoprotection sans un conseil. Et bon, ça, vous le savez déjà tous, mais les gens, si on ne leur donne pas de conseils, ils vont aller chez Leclerc. Donc, on a quand même la qualité des filtres qui est quand même extraordinaire, souvent en pharmacie. D'ailleurs, il y a le laboratoire de l'Université de Nantes, pour info, qui fait de très bons tests. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux et les suivre pour notamment choisir vos produits. Ils testent leurs produits pour savoir ceux qui sont réellement au-delà de 50 plus et pas une délivrance de crème solaire, que ce soit par un pharmacien ou un préparateur, sans un conseil approprié, notamment chez les enfants et chez tout le monde. Et deuxièmement, vous avez compris que la dermatoscopie connectée ou ne serait-ce que la téléexpertise, même avec un smartphone, bah, ça s'apprend. Il y a une formation solide à acquérir. On n'est pas sur des photos Snapchat de nos vacances. On est réellement sur quelque chose de sérieux, de manière à ce que les médecins qui soient derrière et qui nous ouvrent ce nouveau parcours puissent vraiment avoir quelque chose de fiable et puissent répondre réellement aux cas cliniques posés. Merci, merci Julien et merci Kevin. On vient de faire un overview d'abord, Kevin qui nous a parlé de vous en tant que pharmacien et puis, Julien qui vous a, très brillamment et c'est toujours tellement agréable à écouter Julien parce qu'on pourrait l'écouter des heures sur des histoires qui sont des histoires du quotidien où chacun d'entre vous en tant que pharmacien, il vous a montré quelques photos, eh bien, le bon réflexe aurait été d'arrêter de vendre le pansement 2 ans avant pour, demander aux patients d'aller voir le bon professionnel de santé pour avoir un traitement plus précoce. Alors là, c'était une chance, je ne sais pas si c'était un mélanome, mais si c'est un mélanome, il faut savoir que plus le diagnostic du mélanome est tardif et plus le risque malheureusement d'évolution catastrophique. Alors je vois que beaucoup de personnes nous écoutent, dont des enfants, mais globalement, il faut savoir que le mélanome est un cancer qui peut être potentiellement grave et voire très grave et donc tout ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour éviter ce délai de prise en charge. Alors il y a, un certain nombre de questions qui ont été posées, je vais vous y répondre. Concernant le lien YouTube, oui, nous allons vous l'adresser, séparément de manière à ce que vous puissiez vous connecter pour simplement être d'abord sensibilisé aux tumeurs cutanées. Julien, de manière aussi pédagogique que la présentation qu'il vient de faire, reprend le b.a.-ba
de quand s'inquiéter par rapport à une tumeur cutanée, quand ne pas s'inquiéter, quand ne pas voir du mélanome partout et quand rassurer par des kératoséboriques parce que ce sont des lésions extrêmement bénignes, facilement reconnaissables et où on peut rassurer rapidement les patients, sachant qu'on a derrière soi la possibilité de faire une demande de téléexpertise pour être conforté dans son diagnostic par un professionnel. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées, mais moi, avant d'y répondre, j'aimerais, alors vous êtes 69 connectés, que vous me indiquiez combien de personnes entre vous a un dermoscope. Est-ce que vous avez oui ou non un dermoscope? Est-ce que vous pouvez répondre en disant oui ou non, vous avez l'onglet conversation, vous dites pour ceux qui l'ont, hein, c'est pas la peine pour ceux qui ne l'ont pas de s'exprimer. De dire si vous avez ou si vous avez et Marine va globalement me donner, le nombre de personnes, qui ont un dermoscope pour savoir, est-ce que c'est majoritaire? Mais j'imagine bien que c'est minoritaire. Aujourd'hui, la raison pour laquelle, nous avons souhaité, avoir ce webinaire avec vous, c'est de mettre en place ce qui aujourd'hui n'existe pas, c'est-à-dire un parcours de soins entre le pharmacien et un dermatologue ou un médecin généraliste, un médecin qui est capable de répondre sur la nature bénigne ou maligne d'une tumeur qui vous est présentée. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire de la téléexpertise sur des éruptions cutanées, sur des maladies infectieuses, des poux, des zonas ou toute autre chose. C'est vraiment la tumeur, la lésion cutanée suspecte pour le patient. L'objectif pour nous, c'est d'apprendre aux pharmaciens de reconnaître ces tumeurs de manière à pouvoir faire des demandes ciblées sans avoir une demande exhaustive de toutes les tumeurs. Alors, c'est sûr que quand Julien vous a montré ce beau dessin de Vinci, c'est vrai qu'il faut regarder la peau et c'est vrai qu'en regardant instantanément une peau, on voit si la peau est à risque, on voit s'il y a quelque chose qui dépasse du lot et ça permet de voir. Mais globalement, un patient qui vient acheter son pansement, son Doliprane ou je ne sais, qui vous montre au milieu de son front une tumeur, la question aujourd'hui, c'est pas d'emmener cette personne dans une salle à côté pour lui faire un examen cutané complet, c'est simplement de savoir si oui ou non nous sommes capables de mettre en place un parcours où vous, en tant que pharmacien, vous êtes alerté et nous, en tant que médecin, on est capable de répondre à ce besoin d'une tumeur potentiellement grave. Alors après, il y a plein d'étapes au milieu. Moi, à mon sens, il faut aller step by step, étape par étape. La première étape, c'est de démontrer que c'est possible. La deuxième étape, c'est de valoriser votre temps, le temps que vous mettez à poser la question. Car une des questions qui a été posée, c'est oui ou non, le pharmacien est-il rémunéré? La réponse est non. Le pharmacien va prendre son temps bénévolement à envoyer une demande de téléexpertise, alors que si c'était un kiné, un infirmier ou un podologue, cette personne aurait été payée 10 € pour sa demande, ce qui n'est pas votre cas. Donc aujourd'hui, vraiment, toute la réflexion qui est en train de se faire avec l'URPS, avec vous ici présents, avec nous, c'est de mettre en place un système de parcours qui marche et qui nécessitera une rémunération de ce temps que vous dédiez aux patients. Et il était posé une autre question concernant le gel. Qu'est-ce qu'on utilise comme gel pour le dermoscope? Eh ben, le gel, on peut utiliser soit de l'alcool tout simple à 70, soit du gel hydroalcoolique. Et je vous rappelle que pour ceux qui ont un dermoscope, il ne faut pas utiliser sur une plaie tumorale saignotante votre dermoscope en contact. Donc, il ne faut pas mettre du gel hydroalcoolique et puis sur une tumeur qui saigne. Alors, j'ai demandé à Marine combien de personnes donc, il y a 8 personnes qui aujourd'hui, sur les 70 qui sont connectées, qui ont un dermoscope. En fait, si vous voulez, on a eu une grande discussion avec Kevin, avec Julien, avec le laboratoire Pierre Fabre sur comment faire en sorte pour vous donner les outils de manière à pouvoir potentiellement agir à temps et potentiellement, et je ne dis ça pas en exagérant, sauver des vies. Et on s'est dit que très clairement, le dermoscope, pour nous, en tant que dermatologues, c'est important parce que ça nous permet d'avoir une qualité d'image qui nous permet de trancher correctement une tumeur facilement en disant celle-ci elle est bénigne, celle-ci elle est maligne et ça va dans un diagnostic précis. Toutefois, on ne sait même pas si ce système pourrait marcher. Et donc, la réflexion qui est en train de se mettre en place, et on va voir avec Kevin et son équipe du RPS, et nous en tant que dermato, c'est d'avancer pas à pas à savoir si combien de professionnels en tant que pharmacien est intéressé dans ce parcours, à mettre en collaboration
Comment intégrer le médecin généraliste? Parce que c'est bien beau qu'un patient vienne montrer son mélanome ou sa tumeur, qui va donner le diagnostic? Comment on va faire l'annonce? De mettre en place un parcours très sérieux où le médecin généraliste est au centre de tout cela. On peut pas et l'idée ici, c'est ne pas chanter les médecins généralistes, c'est de mettre en place un cercle vertueux où on aide les patients à être soignés correctement dans un désert médical. C'est ça notre objectif à nous tous. Et dans un second temps, d'équiper probablement les pharmaciens en ayant l'aide et le soutien d'industriels et on remercie effectivement Pierre Fabre d'être là aujourd'hui à nos côtés pour pouvoir permettre ces discussions avec 69 d'entre vous qui êtes connectés. Alors, j'ai à peu près fait la synthèse. Je vais vous laisser la parole. Si vous souhaitez intervenir, on peut peut-être, je ne sais pas, ouvrir, si vous souhaitez directement échanger avec nous. Je me permets juste de finir sur un point que j'avais écrit. Si vous avez des amis médecins généralistes, dermatos sympas qui répondent, l'idée de cette réunion aussi est de rappeler notre rôle en tant que soignant. On ne peut pas aujourd'hui utiliser des messageries non sécurisées de type WhatsApp, de type texto, pour échanger avec des personnes, amis ou professionnels que l'on connaît, pour demander qu'est-ce qu'ils pensent de la tumeur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes dans un monde où tout le monde porte plainte très facilement, où la divulgation des données sensibles et franchement, une photo qui est une photo clinique, eh bien, c'est hautement sensible. Il faut absolument privilégier les systèmes de santé d'échange sécurisés pour permettre d'intervenir en mettant en sécurité l'identité du patient. Et vraiment, je vous décommande, si jamais vous utilisez des WhatsApp ou des textos, d'utiliser des matériels faciles. Donc, pour des échanges faciles, on est des professionnels de santé, on doit utiliser les outils qui nous sont donnés entre les mains. Je me permets juste de continuer sur ce que disait le docteur Amini, parce que si vous n'êtes pas sensible à l'argument de du côté dangereux pour les données de la RGPD, etc., je vous en donne un deuxième, c'est que si vous demandez un avis à votre ami dermato ou médecin G pour un patient, et que finalement il s'avère que c'est un mélanome 10 ans plus tard, je vous mets au défi de retrouver le SMS dans lequel je vous ai répondu. Vraiment. Tandis que si c'est dans un dossier sur votre ordinateur, si c'est dans le dossier médical du patient, bah, c'est tracé. Vous avez un PDF, c'est tracé, il y a mon nom, il y a tout ce que j'ai écrit et je ne pourrais pas vous dire que je ne l'ai pas dit. Retrouver un SMS ou un mail 10 ans plus tard, c'est beaucoup plus compliqué. Donc même juste pour ça, c'est une protection pour le patient, c'est une protection pour vous aussi en tant que demandeur, très clairement. Je vais répondre à 2-3 questions que j'ai vu passer sur le chat. Premièrement, oui, le dermatoscope connecté peut être financé par une CPTS ou une maison de santé. Comme le matériel, globalement, il est finançable pour l'équipe pluripro ou pour des praticiens. Donc, c'est des choses qu'on fait régulièrement. D'autres exemples, notamment les tensiomètres ou les holters, notamment les holters tensionnels. C'est des choses que les structures pluriprofessionnelles financent, notamment quand il n'y a pas de modèle économique derrière ou pas de cotation. C'est les CISA souvent ou les associations en CPTS qui financent. J'ai vu une question passer sur CISRA, pareil, sur la non-réponse des médecins. Alors, oui, moi je vous rejoins et on va challenger nos collègues du centre Léon Bérard. Il y a même parfois des centres exemplaires comme Léon Bérard qui ont été très, très, avancés dans CISRA et parfois, c'est vrai qu'on n'a pas de réponse. Mais ce que j'aimerais simplement dire, j'allais dire pionnier. C'est vrai que le centre Léon Bérard a toujours été pionnier sur, à l'époque, le ZEPRA, zéro papier en Rhône-Alpes. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est différent avec la téléexpertise. C'est-à-dire que là, vous n'adressez pas une téléexpertise à un médecin dédié, mais à un centre. Donc, en fait, le CISRA est structuré comme ça. Et donc, vous allez trouver, en fait, quand vous allez taper dans la barre de recherche le centre expert, que ce soit d'ailleurs le centre Léon Bérard ou un autre, qui fait qu'eux, ils traitent systématiquement, globalement, enfin, j'espère, toutes les demandes de téléexpertise qui sont bien entendu viables. Donc c'est vrai que c'est différent par rapport à l'adressage ou à une demande particulière en CISRA d'un patient quelconque sur un médicament ou un traitement où là je rejoins les collègues. Parfois, malheureusement, pas de réponse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ne répond pas. Ouais, voilà, ça on l'a déjà dit. Nous, on a choisi effectivement, le CLB a été pionnier pour le ZEPRA et notre ancien chef du pôle informatique a été un des grands pionniers pour l'élaboration de CISRA il y a plus de 10 ans.
Et très clairement, CISRA, c'est un outil puissant d'échange de données entre 2 patients et c'est tellement compliqué que beaucoup de médecins sont découragés. Toutefois, c'est notre portail pour obtenir des rendez-vous pour les patients. Tous nos correspondants médecins doivent passer par CISRA et une demande de téléexpertise qui est répondue de manière très circonstanciée avant la proposition d'un rendez-vous s'il y a besoin ou simplement de répondre et rassurer le médecin demandeur. Donc, nous répondons au CISRA de nos correspondants dès le moment où ça nous est adressé. Mais je vous l'accorde, très peu de médecins utilisent cet outil malgré sa puissance parce que c'est compliqué et il y a beaucoup d'informations dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, on répond avec un délai qui va être dans les cas urgents, souvent dans la journée ou le lendemain. Pour les cas les moins urgents, on va dire, où on peut se permettre de traîner un peu, ça traîne jamais plus d'une semaine, hein, les avis. Ouais. Donc non, ça va, c'est relativement quand même efficace et puis surtout, ça nous permet de voir très vite des gens qui ont des urgences, en fait, tout simplement. Et à l'inverse, des gens où on se dit: «Bah, il y a peut-être quelque chose, mais c'est peu urgent», bah, je vous vois dans 3 mois, mais voilà. Donc ça nous permet, nous, un triage et on va dire de prioriser les demandes qui sont rapides parce que qui doivent être faites rapidement, en tout cas. Sur une des questions là de Nathalie, je crois, donc sur le MG dermato, oui, c'est vrai, bah, de toute façon, il y a de l'errance, de certains patients qui n'ont pas d'MG. Il y a des MG, c'est compliqué parfois, faut le dire. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne va pas le chanter et le patient va quand même déclarer un médecin traitant et le dermato fera un retour au médecin traitant obligatoirement, comme dans tout parcours en cardio, dans n'importe quelle discipline. Et ça, vous le savez. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est important. Alors moi, vous avez compris que je suis très pluripro, mais forcément, quand vous connaissez vos collègues qui travaillent autour de vous, c'est des parcours patients qui sont assez faciles à mettre en œuvre parce que vous connaissez votre collègue, que votre collègue vous fait confiance et qu'il n'y a pas de défiance et qui sait que vous le préviendrez bien en cas de problème. Il est hyper important, même si le médecin n'est pas actif sur CISRA, de le mettre en copie, ça ne coûte rien et ça fait une traça. Alors, poser la question, est-ce qu'il y a une équipe de médecins et dermato qui va répondre? C'est une bonne question puisque c'est une vraie. Alors, du coup, on est au balbutiement d'un parcours qu'on est en train de réfléchir à vos côtés. Très clairement, si on est submergé par des demandes, nous ne serons pas capables d'absorber. C'est pourquoi il est important que le pharmacien demandeur soit un pharmacien motivé, formé, pour qu'il n'y ait pas des demandes sur tout et n'importe quoi, sur 50 lésions sur un seul et même individu, de tumeurs bénignes et de laisser passer le mélanome à côté. Donc, on est en train de réfléchir ici au sein de notre établissement, de faire un espèce de shift pour pouvoir répondre à ces téléexpertises et surtout derrière, si jamais il y a une tumeur, de pouvoir gérer ces téléexpertises. C'est-à-dire qu'il y a une vraie organisation à mettre en place où quand la demande est faite, l'annonce est donnée. Alors, on est en train de réfléchir sur quel parcours mettre en place. Le médecin généraliste est prévenu d'emblée que la demande a été émanée de votre part en disant « Monsieur, votre patient s'est présenté à notre pharmacie et nous avons adressé la photo par téléexpertise au centre Léon Bérard, par exemple. Le centre Léon Bérard vous informera de la conclusion retenue. Merci de convoquer votre patient selon. Par exemple, on va dire ça comme ça. Et si jamais la tumeur est une tumeur, il faut que de notre côté, nous soyons dans la capacité de recevoir ces patients. C'est-à-dire que dès le moment où on va ouvrir ce van, il va falloir que derrière, nous ayons des plages de consultation dédiées uniquement pour cela. C'est-à-dire c'est un recrutement des patients de téléexpertise sans aucun autre motif de recrutement derrière. Donc ça, très clairement, ça demande. Et puis surtout, la question qui se pose, c'est à quel point nous allons pouvoir solliciter nos collègues, nos confrères dermatos de ville. Je ne sais si vous savez, mais les dermatos de ville ont mis en place par un autre système que CISRA la possibilité pour les médecins généralistes de faire des demandes et les dermatos répondent à leurs confrères généralistes. Et donc, d'essayer de voir si ces dermatos sont d'accord de participer à ce parcours de soins. Donc, très clairement, il va falloir expérimenter cela, montrer que cela marche pour qu'ensuite on aille vers le CPAM pour permettre d'obtenir un parcours identifié, un parcours valorisé pour vous en tant que pharmacien,
et de mettre quelque chose de vertueux en place, parce que dès le moment où nous, on répond, que le médecin généraliste voit que vous, en tant que pharmacien, vous faites quelque chose, bah, peut-être que le généraliste aussi va prendre son téléphone pour faire des demandes de téléexpertise, et nous allons ainsi augmenter nos pouvoirs d'échange sur des tumeurs potentiellement malignes. Voilà. Alors, j'ai vu une question, un pharmacien informé, motivé, mais non payé. Justement, on essaye de travailler sur un nouveau parcours. Alors, c'est pas facile, hein, je ne le cache pas, y compris du côté de mes collègues que je challenge. Mais pourquoi? Parce que quand on veut débloquer une expérimentation, bien entendu, on est obligé de la limiter quand même en termes de volume, de manière à pouvoir financer ça sur des budgets expérimentaux. Donc, c'est quelque chose que on ne vous promet pas de faire, mais on travaille à le faire de manière à expérimenter, certes, mais le porter au plus haut niveau. Et je vous rappelle qu'il y a certaines expérimentations qui ont été faites dans ce cadre-là, notamment les vaccinations antigrippales au départ, hein. Vous vous rappelez, c'était il y a que quelques années et c'était porté par l'URPS Aura notamment. Et finalement, on a obtenu la généralisation. Donc, c'est un défi qui est très important parce que c'est des budgets qui sont colossaux, qui demandent d'aller chercher des financements parfois extérieurs, mais on essaie d'y travailler. On ne sait pas si on aboutira, mais on essaie d'y travailler. En tout cas, c'est un des parcours de téléexpertise les plus prometteurs, à mon avis, enfin, j'en suis même persuadé, en France demain, la dermatologie, parce que c'est une téléexpertise qui n'est pas facile, mais qui est quand même relativement facile à mettre en œuvre, parce qu'elle ne demande pas non plus un matériel qui est énorme et des connaissances incroyables, contrairement à d'autres choses très techniques, hein. On pourrait penser par exemple à la téléexpertise en radiologie qui existe, où là on a besoin d'un équipement qui est quand même extrêmement important, qui fait entre médecins. Là, on est quand même sur un degré en dessous. Donc, on travaille, c'est pas évident, c'est un challenge. On verra ce que ça donne, mais on est optimiste. J'ai vu passer également 2 questions. Une première sur un éventuel parcours avec la CPM, un deuxième par rapport à que faire quand il n'y a pas de médecin traitant. Quand il n'y a pas de médecin traitant, pour moi, c'est là où vous êtes le plus important. Parce que finalement, quand il y a un médecin traitant, le patient peut venir vous voir et finalement le médecin est passé entre les mailles. C'est possible, c'est une situation qui est possible. Mais vous avez vraiment des patients que vous voyez qu'aucun autre professionnel ne voit. Vous êtes vraiment parfois le seul professionnel qui voit, et si c'est pas vous qui voyez cette tumeur, personne ne la verra. Et c'est pour ces patients que c'est encore plus important. Donc finalement, paradoxalement, c'est pour ces patients que c'est le plus important en fait. Et comment on va faire? Eh ben, on fera 100. Point, c'est pas grave, tant pis, on se débrouillera, on fera comme on Ça peut. sera une réponse directe du coup, c'est-à-dire que nous, en tant que pharmaciens, l'idée c'est que dans ce parcours, nous, ce qu'on imagine, c'est que au moment de la demande de téléexpertise, le médecin généraliste est toujours en copie de la demande, puisqu'on met dans la conversation le médecin généraliste systématiquement qui est informé de la demande. Et ensuite, si jamais il n'y a pas de médecin généraliste, la réponse vous est faite. Et alors là, c'est sûr que ça voudra dire que vous récupérez une réponse, vous récupérez peut-être un diagnostic d'une tumeur maligne, et que du coup, nous, on va vous proposer un rendez-vous. Et alors, cela voudra dire que ça vous incombera de faire l'annonce, de dire au patient, bah voilà, vous êtes attendu au centre Lombera, vous allez recevoir une convocation. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est vraiment un vrai, c'est un cas extrême, mais globalement, c'est un vrai engagement de votre part pour ces patients-là qui sont dans ce tel désert où même le médecin généraliste n'existe pas, où effectivement, comme l'a dit Julien, vous pouvez être la seule personne professionnelle de santé que le patient a vue pour montrer sa tumeur. Alors, c'est un vrai engagement, c'est sûr. Et du coup, deux questions qui vont finalement dans le même sens. C'est est-ce qu'il y aura un parcours avec la CPM et est-ce qu'il n'y aura pas trop de demandes dans un premier temps? Soyons clairs, la formation que je vais vous faire a pour but de diminuer une part relativement importante des questions que vous pourrez avoir à poser. Donc déjà, là, on devrait faire ça. Et on y a pensé, vous inquiétez pas. Ça fait partie d'une expérimentation et d'une étude qu'on veut mener pour en fait savoir sur tous les gens là qu'on voit aujourd'hui, tous les gens qui vont voir la vidéo, qui va aller au bout finalement? Combien de gens vont finalement aller au bout? Combien on reçoit réellement de téléexpertise? Si téléexpertise, est-ce que des téléexpertises sont pertinentes, non pertinentes? Est-ce que ça augmente notre charge de travail finalement? Et pour quel bénéfice? Est-ce qu'on a 1% de positivité, 5%, 10%, 100%? Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer justement de voir. On est dans une phase test, comme on le disait, on ne sait pas exactement, mais ça va en tout cas faire partie des questions qu'on va se poser et qu'on va essayer de mettre en place. Pour l'instant, bon bah voilà, on est 65, 70, ça reste
raisonnable. On serait 2000, 3000, ce serait autre chose. Mais pour l'instant, en tout cas, avec les gens qui sont là, je pense qu'on peut déjà commencer à travailler ensemble et on va voir comment les choses se passent en fait au fur et à mesure. Voilà. Et du coup, la CPM, en fait, on va arriver avec l'étude et on va leur montrer et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et l'ARS aussi. Oui. Voilà, écoutez, moi je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. En tout cas, nous, on est content de voir la phrase suivante qui dit, genre, je ne sais pas lequel, je suis super partante. Merci beaucoup. Nous aussi, on est vraiment heureux de voir. Alors, c'est Nathalie. Je suis hyper partante. Merci Nathalie qui dit, je suis hyper partante. Nous aussi, on est partant avec vous. On est là vraiment, je pense que ce qui anime chacun d'entre nous à 21h à être ce soir ici, c'est vraiment cette volonté d'apporter le soin, d'aider nos concitoyens, d'apporter ce qui donne un sens à notre pratique et à ce choix que nous avons fait d'être professionnels de santé. Donc, on vous remercie d'être restés à 64, à 21h et on espère voir arriver peut-être un nouveau parcours. Et alors là, on sera très heureux puisque Rhône-Alpes sera devant le reste de la France. Et peut-être qu'on va donner exemple, si ça marche, sur le reste du territoire. Merci beaucoup. Et pour répondre à la dernière, est-ce qu'une borne de téléconsultation, est-ce qu'on peut utiliser un dermoscope? En fait, je ne sais absolument pas quels sont les dermoscopes qui sont équipés dedans. Ça dépendra de l'équipement de la pharmacie et puis après la possibilité de réextraire l'image pour l'envoyer au centre de téléexpertise. Je vous avoue C'est que là, peut-être possible techniquement, il faudrait vous rapprocher vers votre, j'allais dire pas l'éditeur logiciel, mais le prestataire du matériel. Merci en tout cas. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.